Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis, encore une fois, de vous accueillir pour la session d'octobre de nos rendez-vous IFTH avec une thématique du jour qui suscite bien des interrogations. Donc nous allons en effet parler microfibres. Et vous nous direz déjà, il y a une première interrogation, hein, microfibres, microplastique, microfibres plastique, fibres microplastiques. De quoi parle-t-on? Peut-être déjà un petit mot là-dessus. Ces microfibres, elles nous interrogent et puis elles bousculent les secteurs aussi, puisque aujourd'hui, il est avéré qu'elles génèrent une pollution qui est majeure, mais elle est encore mal connue. Ce phénomène de relargage de microplastiques, il est encore mal connu et il est encore sous étude, en fait, sous études scientifiques. Voilà, on recueille de la donnée encore presque au quotidien. Malgré tout, ça nous concerne tous, parce que si on ne fabrique pas tous du plastique, on lave tous nos vêtements. Donc déjà, rien qu'à ce stade-là, on peut imaginer à la quantité de matière qui peut être relarguée dans la nature. Donc l'idée là, aujourd'hui, c'est sur ce format court, comme d'habitude, c'est pas de faire un cours magistral. L'idée, c'est d'être didactique, d'aller voilà, sur des points précis. L'essentiel, c'est aussi de générer des questions. Je pense que vous en avez. On n'aura pas forcément toutes les réponses. Mais voilà, on travaille au sein de l'IFTH sur ce domaine des microfibres, du relargage des microfibres. Donc l'idée, c'était de vous retransmettre aussi cette partie de notre travail, les solutions qu'on peut déjà apporter aussi de notre côté. Et puis je vais laisser la parole à nos experts. Alors, vous les connaissez, hein, normalement, pour les habitués, deux visages bien connus. Donc Carole Garbowski, qui est consultante, formatrice, experte réglementation, réglementation verte, et Eva Debrune, que vous connaissez là depuis quelques mois, qui vient régulièrement nous accompagner dans ces rendez-vous FTH, qui est notre référente transition écologique, qui devient aussi formatrice, hein, consultante formatrice aussi, puis voilà, qui vont vous présenter tout ça. Pour rappel, donc les questions via le chat tout au long de l'intervention, et donc c'est enregistré. Je vous laisse la parole. Merci Nadège. Donc oui, essayons de couper tous les caméras pour l'enregistrement. Voilà, pour soulager la bande passante, comme tu le disais. Voilà. Donc, merci d'être présent. Merci Nadège pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler un petit peu d'une thématique globale, à savoir les microplastiques, sachant qu'on fera le focus, bien entendu, aux microplastiques issus des textiles, plus particulièrement des textiles synthétiques. Voilà, et donc cette présentation sera faite en alternance avec ma collègue Eva. Donc je démarre. Nadège, n'hésite pas à m'interrompre si les slides ne suivent pas, s'il y a un souci. Voilà, merci. J'ai le rôle du gendarme. Voilà. Alors, donc pour démarrer, déjà un petit peu de vocabulaire. C'est vrai que la thématique, elle est quand même globale, orientée sur les microplastiques. Concernant la définition de microplastique, alors il n'existe pas vraiment de définition standard des microplastiques. Néanmoins, toutes les biblios, les études qu'on a pu étudier font toutes quasiment référence à une définition qui est la suivante. Des fragments, des particules ou des fibres de plastique d'un diamètre inférieur à 5 mm. Voilà globalement une définition synthétique. Les microfibres issues des textiles synthétiques sont donc considérées comme des microplastiques dans notre présentation. Alors, les termes microplastiques concernent des mélanges de polymères, mais également d'additifs qui vont être ajoutés, des additifs fonctionnels, qui eux-mêmes seront difficilement dégradables. Alors, tous ces fragments, ces particules, peuvent être le résultat de la dislocation, de la fragmentation en de petits déchets de plastique qui sont échoués dans l'environnement, notamment dans les milieux marins. Ces microplastiques peuvent également résulter de l'usure de produits pendant leur usage, notamment les textiles, les textiles synthétiques au cours de leur lavage ou les pneumatiques sur la route. Ils peuvent enfin avoir une origine intentionnelle, comme on retrouve des microplastiques
comme agents exfoliants dans nos cosmétiques. On peut en trouver pour un usage dans l'abrasion industrielle ou en agriculture comme vecteur de fertilisant. Donc, vous voyez, les microplastiques, il y en a une multitude autour de nous. Alors, les microplastiques, aujourd'hui, sont largement répandus dans l'environnement, dans les sols, les sédiments et surtout les eaux marines. Et de ce fait, ils suscitent de plus en plus d'inquiétudes parmi les agences environnementales et de santé publique. La problématique, c'est bien sûr leur petite taille, elle va faciliter l'ingestion dans des organismes en bas de la chaîne alimentaire. Et ainsi, ils vont s'accumuler dans les organismes vivants et arriver jusqu'à notre alimentation. En plus de l'exposition par notre alimentation, chaque personne aujourd'hui peut inhaler aussi des microplastiques présents dans l'air, en ingérer en buvant de l'eau, en absorber par la peau. Des microplastiques ont été retrouvés dans différents organes chez l'être humain, y compris dans le placenta de nouveau-nés. Concernant le textile, certains fragments de textile également peuvent transporter, on va dire, des contaminants organiques, par exemple des polluants organiques persistants, les fameux PFAS, puisque les textiles sont tous traités. On peut retrouver également des métaux lourds, donc ils sont vecteurs de substances toxiques. Des recherches, bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vraiment comprendre l'impact de toutes ces microplastiques, ces microfibres textiles sur la santé humaine. Néanmoins, déjà, lors des premiers tests au laboratoire, il a été démontré que ces microplastiques provoquent des dommages sur les cellules humaines, notamment des réactions allergiques, la mort de certaines cellules. On sait qu'il y a des dommages potentiels sur les cellules du foie, des retards de développement chez l'enfant et des inflammations chroniques. Donc, on peut voir les inquiétudes, donc elles sont multiples. Voilà, un volume croissant de microplastiques dans l'environnement. Ils sont insolubles dans l'eau, ils se dégradent lentement, ils s'accumulent, se retrouvent dans de l'eau potable, dans toute la chaîne alimentaire, vecteurs de substances toxiques de métaux lourds. Et donc, voilà, in fine, un risque sur la santé humaine, sur la biodiversité, sur l'environnement. Donc, c'est une source de pollution émergente. On n'en parlait pas beaucoup jusqu'à présent. Et c'est aussi une source de pollution, on va dire, transfrontalière, c'est-à-dire qui n'est pas juste limitée au niveau de l'usine de fabrication ou au niveau de notre machine à laver. Alors comme l'a dit Carole, c'est vrai que la pollution, des microplastiques, des microfibres, elle est de manière large sur l'environnement, dans les sols, dans les eaux et on a une inquiétude, en fait, particulière, qui est présente aujourd'hui sur la pollution des eaux, que ce soit, en fait, au niveau de l'eau potable ou que ce soit au niveau des océans. La première le premier problématique, c'est que en fait, au niveau, humain, l'impact, ça serait que, sur la santé humaine, on a, de l'ingestion de microplastiques, notamment en fait via l'eau potable et on a ce chiffre qui est assez impressionnant et qui vient d'une étude de WWF, qui est que chaque personne ingère en moyenne 252 grammes de plastique par an. C'est énorme, ça représente en fait l'équivalent de 50 cartes de crédit, ça fait quasiment une par semaine. Et donc, en grande majorité, à 90 ça serait via l'eau potable, qu'on ingère tous ces microplastiques. Comment les microplastiques se retrouvent dans l'eau? En fait, c'est bien souvent, par, l'épandage des boues d'épuration, puisqu'en fait, au niveau des stations d'épuration, l'eau est traitée, mais les boues qu'on récupère sont, utilisées comme fertilisants sur les sols agricoles. Et donc, les microplastiques se retrouvent dans les sols, puis dans les nappes phréatiques et puis dans les rivières, dans les océans, donc dans l'eau potable et puis dans les océans. Et donc on a cette carte qui est sympa parce qu'elle représente vraiment, la distribution globale des microplastiques dans l'écosystème marin et ce qui est, très intéressant, donc c'est une carte qui date de 2012, donc elle est déjà assez vieille puisqu'elle a déjà 11 ans. C'est un sujet qui est très bien suivi, de la part des centres nationaux d'environnement, de pollution marine et cetera. Et ils arrivent en fait à cartographier un peu, la répartition de ces microplastiques. Donc là, on voit clairement que la pollution microplastique, elle est présente partout dans les océans et comme le disait Carole, c'est une
pollution qui est transfrontalière et qui, voilà, on en retrouve même au niveau de l'Arctique, au niveau de l'Antarctique, dans des zones où il y a pourtant quasiment pas d'humains et donc quasiment pas de pollution directe. Sur les régions identifiées, ce qui est aussi intéressant, c'est que on a les zones de production et les zones de consommation sur lesquelles les densités sont quand même beaucoup plus importantes, donc au niveau de l'Asie notamment et au niveau de l'Europe, où les pollutions microplastiques sont vraiment bien plus importantes. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc la pollution microplastique, là, c'était au niveau global, mais d'où elle vient exactement cette pollution microplastique et pourquoi c'est important qu'on en parle aujourd'hui? C'est qu'en majeure partie, en fait, elle provient des textiles synthétiques, puisque 35% des microplastiques présents dans les océans aujourd'hui seraient en fait issus des textiles synthétiques. Donc ça concerne de manière large tous les textiles synthétiques, hein. Ça concerne l'habillement, le sport, mais aussi potentiellement les filets de pêche, les géotextiles, les textiles techniques. Mais voilà, c'est un chiffre qui est quand même assez important et c'est pour ça que le secteur textile aujourd'hui est impliqué dans cette pollution microplastique. La deuxième cause, ça serait du coup le frottement des pneus, donc à 28%, qui en fait sont faits à base de caoutchouc et donc avec l'usure, l'abrasion se retrouve aussi dans les océans. Ensuite, on a toute cette question de poussière urbaine là, qui est sur des matériaux de construction, sur des marquages routiers, des produits détergents, même les semelles des chaussures aussi, qui sont aussi des produits synthétiques qui viendraient en fait, qui reviendraient dans les océans par les eaux de pluie, par le vent, et donc qui représente aussi une pollution importante. Et on a aussi donc cette question sur les cosmétiques qui intègrent des microplastiques qui sont relâchés dans les eaux, principalement sous forme de microbilles, notamment dans les lotions exfoliantes, etc. Donc ça, c'est vraiment la répartition globale de pourquoi le textile est ciblé aujourd'hui. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Donc si maintenant on fait un focus textile, puisqu'elle est identifiée comme la première cause de pollution des océans, d'où vient le problème? En fait, aujourd'hui, on a, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais on a 60% des fibres utilisées dans l'habillement qui sont des fibres synthétiques, donc principalement du polyester à plus de 50%, mais aussi du polyamide, et aussi voilà, de l'acrylique et toutes les autres matières synthétiques. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la demande et l'utilisation des textiles synthétiques, elle cesse d'évoluer, hein, depuis les années 70 et la demande, elle est croissante, au niveau notamment de la fast fashion, de l'ultra fast fashion, qui sont des consommateurs importants de ce type de fibres. Donc ça signifie que le problème microplastique aujourd'hui, il est déjà important et il risque, voilà, de continuer à augmenter et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'approprier le sujet. Donc, quelles étapes du cycle de vie est impliquée et provoque ces émissions de microplastiques? Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que toutes les étapes finalement, toutes les étapes du cycle de vie émettent des microplastiques, que ce soit par frottement, que ce soit voilà, au niveau de la confection, lorsque on fait de la couture, etc. On a à chaque étape du cycle de vie des petites émissions de microplastiques ou de microfibres. Il y a 3 étapes qui sont identifiées, notamment sur la pollution des eaux, et donc cette pollution qui est importante, et qui est donc notamment au niveau de l'ennoblissement, puisque toutes les teintures, l'utilisation d'eau, etc., a un impact important du coup sur la pollution derrière des océans, puisque comme je l'expliquais avec les boues des stations d'épuration qui sont épandus derrière sur les champs. Donc on a cette étape-là qui est identifiée comme une des étapes qui serait en fait importante dans la pollution des océans pour les microplastiques. Mais on a aussi donc l'entretien donc au niveau des consommateurs, les lavages en machine, qui avec les frottements du lavage émettent relarguent des microplastiques. Et enfin, on a toute cette question de déchets, la fin de vie. Donc là, on est voilà, sur les décharges à ciel ouvert qu'on a pu voir dans les émissions sur les textiles qui finissent dans les océans et sur la gestion de ces textiles-là.
Et donc, je te laisse la main sur la suite. On t'entend pas, Carole, ton micro. Excusez-moi. Donc, compte tenu de ce qu'on vient de vous exposer, nous pouvons nous interroger sur les actions, les initiatives pouvant réduire cette pollution de microplastiques. Alors, comment inciter les entreprises à travailler sur la réduction d'émissions de microplastiques dans l'environnement? Alors, première initiative, elle vient de l'Europe. Elle est générique, elle n'est pas focus microfibre, mais je préfère quand même en parler parce qu'il peut y avoir des fois confusion dès qu'on entend le mot microplastique. Le 25 septembre, la Commission européenne a adopté une décision pour limiter les microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits, en application du règlement REACH. Donc, Bruxelles estime qu'en fait que ces nouvelles restrictions vont empêcher le rejet dans l'environnement d'environ un demi-million de tonnes de microplastiques. Alors, de nombreux produits seront concernés. Alors, ça va s'appliquer progressivement dans le temps, puisqu'il y a un délai lorsqu'il y a une restriction. Donc, en gros, cette restriction va concerner essentiellement donc, les microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits, c'est-à-dire les microbilles plastiques qu'on va trouver dans les cosmétiques, les exfoliants à rincer, par exemple, des microplastiques qu'on peut trouver dans des détergents, également dans les granulés qui se retrouvent dans les interstices des fibres de gazon synthétiques. Donc voilà, elle va rentrer progressivement en vigueur, mais voilà, déjà une première initiative de l'Union européenne pour réduire cette pollution microplastique. On parle de très loin, donc réduire les microplastiques ajoutés intentionnellement. Ça ne s'applique pas pour l'instant aux vêtements. On va y arriver. Et donc, réduire les microplastiques, c'est également impliquer le consommateur, puisque là, on parlait plus du côté industriel. En fait, le gouvernement français a déjà mis des choses en place au niveau du consommateur. La loi climat et résilience, notamment, qui met en place en fait la mise en place de filtres à fibres de plastique au niveau des lave-linges depuis le 1er enfin, pardon, à compter du 1er janvier 2025. Et donc ça sera pour toutes les machines qui seront neuves et qui seront mises sur le marché. Donc là, l'objectif, c'est, donc les producteurs de machines, ils travaillent. L'objectif, c'est voilà, qu'au niveau, vraiment, consommateur, il n'y ait plus de microplastiques qui soient relargués. Donc là, on cible vraiment l'entretien, qui est donc une des phases qu'on a citées tout à l'heure comme voilà, une des phases qui est importante dans le relargage des microplastiques. La suivante, merci. Encore sur l'information aux consommateurs, il y a aussi le fait de permettre en fait aux consommateurs de faire des choix qui soient plus vertueux. Ça rentre aussi dans le cadre des réglementations qui ont été mis en place par le gouvernement français. Donc, alors sur la fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales, c'est le fait d'afficher vraiment, rejet des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage pour informer, sensibiliser le consommateur, sur ce sujet-là. Et c'est aussi, donc au niveau du futur affichage environnemental, c'est vrai que les microplastiques ont été cités comme un des sujets, un des critères, un des 8 critères à étudier, comme important et à étudier au niveau des groupes de travail pour le futur affichage environnemental. Donc c'est vraiment un sujet qui est, voilà, qui demande et qui fait intervenir beaucoup de sujets. Et donc, les microplastiques, c'est pas qu'une information au consommateur. L'objectif, c'est aussi voilà, que toutes les personnes impliquées dans les étapes de cycle de vie du produit soient aussi présents et travaillent dessus. Il faut aussi en fait agir de manière préventive au niveau des industriels. Et donc, Carole va vous présenter rapidement les outils IFTH pour vous accompagner et vous soutenir. Voilà. Donc, effectivement, donc là, on vous a présenté quelques initiatives d'un point de vue réglementaire pour informer correctement le consommateur. Maintenant, quelques outils pour aider les industriels. Alors,
un outil, une méthode d'essai, donc une nouvelle méthode d'essai, un nouvel outil normatif est à votre disposition. IFTH s'est équipé. Donc, il s'agit d'une norme européenne internationale, l'EN ISO 4484, partie 1. Cette méthode d'essai vise à constater, à mesurer le rejet des microfibres, des microplastiques libérés par les textiles lors d'un lavage. Alors, cette méthode d'essai va vous permettre de quantifier les pertes de fibres, de fragments de fibres, d'étoffes. C'est une méthode normalisée, utilisée pour comparer, sélectionner, étudier des tissus. Elle est faite en laboratoire. Ça vous permet d'avoir des résultats, on va dire, répétables, reproductibles. In fine, elle peut permettre à l'industriel d'orienter des choix de sourcing, appuyer des allégations, réfléchir dans sa manière d'éco-concevoir ses produits textiles et peut-être également étudier des phénomènes de relargage, étudier plus finement les phénomènes de relargage dans ses choix de matériaux. Alors concrètement, comment ça se passe, cette méthode d'essai? Alors, dans le laboratoire, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez nous fournir soit un vêtement, soit un échantillon tissu. On va découper un carré de tissu. On découpe toujours la même surface de tissu, hein. Je répète, c'est une méthode d'essai pour quantifier un taux de relargage en laboratoire. Donc, on va découper toujours la même surface de textile et on va le laver dans un petit cylindre métallique avec une quantité d'eau normalisée, une lessive normalisée, des billes qui vont simuler, si vous voulez, le brassage du lavage. Et donc, ce petit cylindre va être dans une machine, va tourner, on va brasser votre carré de textile. Et donc, après ce cycle de lavage normalisé, on va récupérer l'eau dans le container métallique et on va filtrer. Et on va récupérer donc toutes ces petites substances, tous ces fragments de fibres qui ont été filtrés. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Donc, premier constat, c'est que le filtrat, les petits résidus, on va peser. On va pouvoir peser les fragments de fibres à l'issue de ce lavage normalisé. Et donc déjà, on va pouvoir comparer, par exemple, deux textiles qui pourraient vous paraître similaires, mais finalement, qui n'auraient pas la même quantité de perte de microfibres synthétiques. Donc là, premier constat, on pourra donc comparer deux matériaux. Maintenant, on va aller plus loin, aller plus finement dans l'analyse de ces résidus. IFTH est équipé et peut vous permettre d'aller plus loin puisqu'on peut vous proposer une analyse complémentaire. C'est-à-dire qu'au-delà du poids, de la quantité de microfibres larguées, on peut comparer sur deux matériaux, on peut également aller voir, analyser plus finement quelles sont les microfibres qui ont été relarguées. Par exemple, c'est intéressant dans le cas d'un mélange, par exemple, polyester-coton. Est-ce que c'est plus du polyester? Est-ce que c'est plus du coton que je vais retrouver? Donc, par une analyse microscopique, on va pouvoir identifier le type de fibre. On va pouvoir identifier également la proportion de fibres, si c'est plus s'il y a des fibres de coton, mais sont-elles en plus grande quantité que les fibres de polyester dans le cas d'un mélange? On va pouvoir également vous étudier la distribution des longueurs de fibres. Voilà, on va pouvoir faire des études beaucoup plus fines derrière dans ces analyses complémentaires grâce à cette méthodologie. Donc voilà, donc nouvel équipement IFTH, l'EN ISO 4484 partie 1 qui vous permet donc de mesurer une quantité de fibres relarguées, mais également IFTH complète cette méthode d'essai en rajoutant une analyse microscopique. Alors pour conclusion, voilà, c'est vrai que si aujourd'hui on ne se met pas en action, comme je disais, le problème va s'aggraver et il est important de pouvoir s'engager ensemble de manière collaborative, mais voilà, que ce soit au niveau des usines de fabrication, au niveau des marques, au niveau des consommateurs, que chacun amène un peu sa pierre à l'édifice. Donc au niveau de l'IFTH, voilà, nous on a cette partie veille, cette partie R&D, pour pouvoir, voilà, comprendre, essayer, de lancer des études pour, donc au niveau de la veille ou au niveau de projets, pour comprendre le relargage des microfibres, des microplastiques. Hem
et puis commencer à avancer ensemble. On a aussi notre partie donc test labo qui permettra, donc comme l'a présenté, Carole, vous pouvez déjà utiliser ces outils pour venir comparer, sélectionner des matériaux qui libéreraient moins de microfibres par analyse comparative, hein, au niveau du sourcing notamment. Vous pouvez les utiliser aussi comme outil pour venir appuyer une allégation, promouvoir ou développer des matériaux alternatifs et venir étudier peut-être plus finement les fibres aussi, relarguées. Vous pouvez en fait utiliser ces méthodes comme outil d'éco-conception en amont, de vos développements produits. Donc il y a ces 2 méthodes-là qui pourraient être intéressantes, notamment pour, voilà, pour les industriels, pour les marques. La méthode normée donc que Carole vous a présentée, la EN ISO 4484-1 qu'on a, à l'IFTH, et puis la méthode interne, qui là va plus dans les détails, voilà, au niveau de la distribution. Il va venir plus étudier, les microplastiques et les microfibres. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voulait aborder avec vous, à savoir, on est parti d'un sujet très loin, qui sont il y a un écho. Merci. Oui, donc les microplastiques, il y en a malheureusement beaucoup autour de nous, beaucoup dans les océans. La problématique aujourd'hui des matériaux textiles synthétiques, c'est qu'ils relarguent bien sûr des microfibres plastiques. C'est une source de pollution sur laquelle pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul. Néanmoins, elle est préoccupante. Il est temps de s'y atteler, temps de s'en occuper. Des premiers outils sont là pour vous aider à comparer des solutions, à peut-être faire déjà, à créer chez vous peut-être comme une base de données, étudier déjà des comportements de certains de vos matériaux, sélectionner des fournisseurs, c'est ce que vous présentez, Eva. On en est au début et voilà, IFTH est heureux de pouvoir peut-être vous accompagner dans ce démarrage, dans ce début d'études, d'exploration autour du relargage des microfibres synthétiques. Et donc voilà, si vous avez vous avez d'autres questions, si vous souhaitez utiliser cette nouvelle méthode d'essai, on vous a mis le contact IFTH, qui reste toujours votre contact privilégié, commercial@ifth.org, et mes collègues seraient ravis de pouvoir répondre à toutes vos autres questions. Voilà, et la deuxième partie de ce rendez-vous, c'est bien entendu toutes Les questions. les questions que vous pouvez nous poser. Voilà, merci. Alors, les questions, je trouve extrêmement révélatrices de l'intérêt que la filière porte déjà au sujet, parce qu'elles sont extrêmement précises en fait. Parfois, on peut avoir des questions un peu larges. Là, très clairement, on sent qu'il y a un intérêt très très fort et un suivi déjà marqué. Donc, est-ce que tu veux qu'on descende un petit peu? Je vais essayer de regarder en même temps, j'ai découvert. Voilà, en fait, la première question, elle portait, effectivement, là, le sujet était sur le synthétique, mais il y a toujours cette question du dernier quart de la production de fibres qui reste de la fibre naturelle. Oui, donc à voilà, fait. la question était sur une étude d'Ifremer qui date d'il y a quelques mois, hein, c'était début d'été, a priori, c'est vrai. voilà, qui montrait que les risques finalement étaient partagés entre le synthétique et le naturel. Alors effectivement, ce qu'on disait, en fait, ces fragments de fibres, elles comportent des additifs, elles comportent des colorants, des additifs qui eux-mêmes peuvent être toxiques, peuvent être vecteurs, porter l'additif dans l'environnement. Donc oui, effectivement, des fibres naturelles ayant reçu des traitements vont devenir toxiques, nocives pour l'environnement. Néanmoins, de mémoire, dans cette étude, on avait quand même mis en évidence qu'il y avait quand même une grosse problématique sur les fibres synthétiques. Les fibres synthétiques restaient quand même l'impact était quand même plus important de la part des fibres synthétiques que les fibres naturelles. Mais c'est vrai, voilà, plus globalement, les microfibres peuvent polluer l'environnement et avoir des effets sur
sur la santé. D'autant plus que le synthétique se dégrade moins vite à l'échelle du temps, hein, à l'échelle de l'univers, que dans le temps que la microfibre d'origine naturelle. Alors, qu'en est-il des smart textiles du coup? Alors, derrière la définition du smart textile était monté plutôt le cosméto-textile, par exemple. Donc, tout ce qui est microcapsule, micro-encapsulation. Est-ce que ça peut rentrer justement Alors, dans il faudrait ce scope? analyser. Alors, par rapport à la restriction REACH, il faudrait la relire plus finement, puisqu'il va y avoir une mise en application progressive en fonction des secteurs concernés. Mais les produits contenant peut-être des microplastiques ajoutés intentionnellement, par exemple des additifs comme de ce type, pourraient être concernés. Là, je ne sais pas, il faudrait relire un peu plus finement la restriction de REACH. Mais effectivement, oui, je suis d'accord. Ces microcapsules qui pourraient relarguer des microplastiques, voilà, typiquement, sont concernés. Oh. Alors après, il y avait un échange plutôt que des questions sur les séchoirs à linge. Doter certes les lave-linges, mais également les séchoirs de machines. filtres, je suppose. Oui, alors en fait, effectivement, si on utilise un sèche-linge, certes, voilà, il faut vider régulièrement le filtre. On voit tout ce qu'on récupère dans un sèche-linge et on imagine effectivement ce qu'il y a également de relargué dans l'air. Oui, tout à fait d'accord. Les séchoirs, alors effectivement, quand on nettoie son filtre, normalement, il faudrait mieux pas le nettoyer sous l'eau, il faudrait le racler et mettre les microfibres à la poubelle. Mais dans l'air aussi, oui, les microfibres au travers des sèche-linges, tout à fait. Maintenant, première action, c'est quand même celle des lave-linges. Équiper les lave-linges, ça peut être une première action efficace. Alors, quelles actions sur les rejets en phase de production? Et par ailleurs, y a-t-il des études pour réduire le risque de microfibres lors de la conception de ces filaments? Donc, on est dans l'éco-conception. Donc là, il y a des projets quand même. Action sur les rejets en phase de production. Par ailleurs, y a-t-il des études pour réduire le risque de microfibres lors de la conception? Alors, quand on parle de la conception, c'est-à-dire la conception des fils, des filaments, de la matière. J'imagine des choix de la matière. Tout à fait. La manière dont est fait le fil avant le tissu, la manière dont est fait le fil, les traitements, etc., vont avoir une influence sur le relargage des microfibres derrière. La manière dont, si c'est des fibres courtes, des fibres longues, la manière dont il y a eu la torsion sur le fil, tout à fait d'accord. Mais là, pour l'instant, on en est au démarrage. On n'a pas encore assez de recul et d'études qui nous permettent de dire qu'il faut plutôt utiliser tel type de conception, etc., plutôt qu'un autre, pour relarguer moins de microplastiques, de microfibres synthétiques. Des études devront être menées. On est plutôt au stade de la R&D à ce niveau-là, pour établir quelle serait finalement la meilleure conception possible pour un usage, pour éviter ce relargage, pour limiter en tout cas. Ouais. Alors, je vais revenir en arrière. À moins que tu voulais ajouter quelque chose, Eva, sur cette question. C'est qu'effectivement, il y a des études qui sont en cours et c'est tout. En fait, la première étape dans ces études, en général, et ce qui manquait, les freins qui manquaient, c'était d'avoir une méthode qui était harmonisée. Et c'est en fait ce qui se passe avec la méthode normalisée aujourd'hui. Donc, je pense que cette méthode normalisée va débloquer beaucoup de choses et va découler sur pas mal d'études hyper intéressantes sur, sur les constructions des étoffes qui pourraient impliquer un relargage moins important, sur la construction aussi au niveau des fils et sur comment, sur la phase du développement produit, on pourrait imaginer des éléments d'éco-conception pour
déjà prendre en compte ça au niveau de la phase de développement, pour voilà, limiter les microplastiques. Donc je pense que c'est là, c'est vraiment la première étape et que une fois qu'on a ces méthodes-là un peu plus harmonisées, puisque chacun pourra voilà, suivre cette méthode-là pour aller plus loin, ça ne fera qu'accélérer les études et les recherches. S'il y a un filateur ou un moulinier dans la salle, qu'il n'hésite pas à intervenir. On est dans un échange et que non mais sincèrement, c'est aussi moi je me rends pas compte de la prise de conscience qu'il peut y avoir très en amont de la filière. Et si voilà, cette notion est déjà intégrée, si les recherches je sais pas, Carole, si tu as une idée, Alors toi. non, je n'avais pas d'autres éléments à ajouter sur le sujet. Je voulais revenir sur la question d'avant, en fait. Ouais. Il y a un petit point qui a été soulevé, nettoyage des filtres, point d'interrogation. Alors effectivement, quand on parle d'équiper, par exemple, des machines à laver de filtres, fibre plastique ou microfibres tout court, c'est pas des filtres mécaniques qu'on va rincer sous l'eau. Non, c'est des filtres qu'on changera, qui sont, voilà, une fois qu'ils seront saturés, on le change, on en remet un neuf, et celui qu'on change, on va peut-être le renvoyer au fabricant qui va le recycler, qui va récupérer les microfibres, etc. Donc on est bien sur cette typologie de filtres. Voilà. On n'est pas sur quelque chose. Voilà. Un peu comme le système des filtres à carafe, en fait, comme les Brita. Oui, c'est ça. Voilà. Et il existe également des sacs, hein, qui piègent. Il y a déjà des solutions hein, qui existent, et des sacs qui piègent les microfibres lors des lavages. Donc, il y a déjà quelques solutions qui sont proposées pour les lavages des textiles en machine domestique. Alors après, il y a une question sur quelle finesse de filtre utiliser dans la norme, mais je vois que David, merci, a répondu plus tard, un petit peu plus bas. J'imagine que c'était la réponse à cette question-là. Filtre. Alors, si David est présent et qu'il peut prendre la parole, vas-y. Ouais, voilà. ce serait top. Tu es le bienvenu. Voilà. Parce que là, tu parles via le chat, mais n'hésite pas. Il ne va pas ouvrir son micro. Alors, on est sur la question sur laquelle Nadège. Alors, je vais prendre la question. ISO 4484 permet d'évaluer, mais on constate des disparités de résultats sur des tissus très similaires. Cela ne dit pas comment améliorer et ce test coûte cher. Alors, après, concernant la tarification, je vous laisserai vous rapprocher éventuellement de mes collègues pour voilà, une offre adaptée en fonction de la quantité d'étoffes à étudier. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que visuellement, on peut avoir des étoffes qui peuvent paraître très similaires, mais qui n'auront pas le même impact sur l'environnement, notamment en termes de relargage de microfibres. Donc, c'est en cela que la méthode d'essai est intéressante, c'est que on va peut-être pouvoir du coup sélectionner un fournisseur de doublure, par exemple, doublure polyester, en disant voilà, j'ai peut-être favorisé ce fournisseur-là parce que sa doublure relargue quand même beaucoup moins de microfibres lors du lavage. Alors, il y a en des dessous, lessives. Oui, ouais. pardon. Est-ce qu'il y a des lessives dans la norme? Alors, la façon, dans la 4484, tout est standardisé, normalisé pour que ce soit reproductible et répétable. L'objectif, c'est de pouvoir comparer des matériaux entre eux. Donc, à chaque fois, c'est toujours la même quantité d'eau, la même surface de textile qu'il avait, tout est normalisé, tous les consommables qu'on utilise lors de l'essai sont normalisés, effectivement. L'objectif n'est pas forcément de reproduire ce qui se passe exactement dans votre machine à laver. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui permet de comparer, d'étudier le taux de relargage de microfibres d'une étoffe. Donc, c'est d'être toujours dans les mêmes conditions. Alors, surface. En surface. Je ne comprends pas la question, en fait. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas qui est derrière FM. Je peux y répondre.
Donc, en fait, dans la méthode, c'est une méthode actuellement qui est faite sur des équipements de laboratoire qui ne sont pas des machines à laver, hein. Ça fera l'objet d'une autre phase de norme, je crois la partie 3. Euh, et du coup, là, on compare du coup des étoffes plutôt que des articles confectionnés. Donc, on travaille sur des éprouvettes et en fait, oui, on étudie plus. Du coup, on travaille du coup dans des pots d'un litre 2 dans lequel on va mettre une étoffe. Donc, pour avoir toujours les mêmes conditions, on privilégie de garder la même forme d'étoffe, donc les mêmes dimensions. Donc, on n'est plus sur une surface. Euh, Toutefois, dans le calcul de, de la proportion de fibres libérées, on prend bien en compte le poids initial des éprouvettes. Donc c'est bien par surface, mais également par poids de matière lavée. D'accord, merci. Et oui, c'est par rapport donc à la 4484. Le résultat qui est exprimé, c'est un poids, une quantité de microfibres larguées ramenée au poids de l'éprouvette Oui, en qui est général, on peut testée. Voilà. l'exprimer en milligrammes par kilogramme de matière. Voilà, merci. C'est même parce qu'il a répondu à plein de questions après, Davy, en plus. Super, merci. C'est vrai. Alors, attendre la visibilité sur un taux de relargage qui serait correct ou fort. Est-ce qu'il y a une échelle déjà de valeur, de grandeur qui Alors, existe? J'ai peur qu'on non. n'ait pas assez de recul encore. Non. Pour l'instant, on n'a pas de valeur seuil. Non, effectivement, il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de texte de loi qui va vous dire oh, vous avez le droit d'utiliser telle matière au-dessus de tel seuil ou telle autre matière au-dessus de tel seuil n'est pas utilisable. Non. Par contre, la méthode d'essai existant, les travaux démarrants, ben, ça peut servir de base derrière à définir, à étudier des comportements, à définir, à aider peut-être les législateurs à définir peut-être des seuils ou au moins à aider, c'est ce que disait Eva, à contribuer dans l'affichage environnemental, puisque l'affichage environnemental avait défini 8 critères. Hein, et les enjeux liés au rejet de microplastiques faisaient partie des 8 critères retenus comme étant importants pour cet affichage environnemental. Donc voilà, ça peut être un démarrage d'études prises en considération pour l'affichage environnemental, mais il n'y a pas de seuil. Oui, effectivement, on ne va pas pouvoir vous dire aujourd'hui c'est correct ou c'est pas correct. On va juste pouvoir pour l'instant vous dire si on compare deux matières, ça c'est plus ou ça c'est moins. Voilà, ça on peut le dire par contre. Alors, si le test est fait sur produit fini, n'est-il pas biaisé? A priori, il est sur un morceau d'étoffe pour l'instant. Oui, pour l'instant, Voilà. effectivement. Voilà, Et de toute façon, il n'y aurait pas de biais, puisque donc, David disait sur le produit fini, non. En fait, on veut justement savoir comment ça se comporte au quotidien dans un usage ménager. Donc, c'était voilà, la réponse qui avait été donnée. Alors voilà, on est bien d'accord qu'on va laver toujours pour être le plus reproductible possible, toujours la même surface, voilà, de matière. Si par exemple votre vêtement comporte un tissu extérieur et une doublure, il faudra faire, si vous voulez avoir un aperçu global sur votre vêtement, vous testez le tissu extérieur et vous testez la doublure, effectivement. Evie parlait d'une autre partie, il y a une autre norme qui est la 4484 partie 3, où là les essais sont faits sur un produit global. Ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il y a des choses à revoir par rapport à cette méthode. Il y a beaucoup de questions encore. Alors après, je pense que tu vas pouvoir le lire toute seule. Moi, ça ne me parle pas. C'est Lean méthode. Voilà. Ah oui, y a-t-il des similitudes? Les limites de l'expertise. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur la partie produit fini? Est-ce que ça biaise pas le test? Il y a une préparation d'échantillons particulière
qui fait que le test ne peut pas être faussé par des relargages sur la découpe d'échantillons. C'est-à-dire qu'on va simuler finalement la confection d'un produit fini en préparation de l'échantillon, de l'étoffe. Même si on part d'une étoffe, on va faire une confection particulière de la même manière sur tous les échantillons, justement pour un peu simuler le fait que ce soit un produit fini, faire des coutures, globalement. Pauline qui parle, c'est ça? Voilà, Oui. c'est ça. Pauline, Oui, c'est Pauline. Voilà, c'est notre responsable labochimie. Pour Voilà. situer un petit peu. Je voulais juste ajouter cette partie-là, voilà, en lien. Certes, on ne travaille pas sur les produits finis, on travaille sur les étoffes, mais il y a une préparation d'échantillons particulières normalisées que l'on respecte pour tous les échantillons et qui est fait de la même manière pour tous les échantillons et qui finalement simule un peu le produit fini. Voilà. Merci. Alors, quels sont les niveaux de relargage? On en a parlé. Hein, pour l'instant, pas d'échelle de on était sur la valeur. on était sur la question TMC méthode. Ah, pardon. Tu vas autant trop pour moi. vite. Ah, je vais trop vite. Ouais, mais... Pardon. TMC, c'est la méthode, J'ai j'imagine. l'œil sur l'horloge. En même temps. C'est la méthode du consortium microfibre, effectivement. Il y a des similitudes, effectivement, parce que, alors je laisserai après Carole compléter, mais cette méthode, en fait, c'est le consortium cette méthode-là qui a inspiré en grande partie la norme EN ISO 4484-1. Donc oui, effectivement, il y a des similitudes. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Mais c'est ça, on va dire que grâce au Textile Microfibre Consortium, on a cette méthode d'essai EN ISO 4484. Ils sont à l'origine de cette méthode d'essai. Ça a été les premiers à se soucier. Et cette méthode d'essai normalisée. Donc oui, il y a des similitudes. Maintenant, la norme, elle existe. C'est une norme EN ISO. À IFTH, on va utiliser la EN ISO plutôt qu'une AA, TCC, TM. Voilà. On est plutôt sur des normes européennes internationales. Voilà. Bon. Fais attention. Alors, sur les niveaux de relargage, donc c'est OK. Est-ce que le relargage est comptabilisé dans les paramètres d'éco-conception ou cela reste à développer? Tu en as peut-être un petit peu parlé avec l'affichage environnemental, du coup. Ouais, mais donc aujourd'hui, on n'a pas encore, c'est pas, l'affichage environnemental, elle n'est pas finalisée, donc on n'a pas cette notion-là. Ah, ça a développé. Après la question dans les paramètres d'éco-conception, j'aimerais bien que si Thierry Marche peut la préciser, parce que voilà, paramètres d'éco-conception, aujourd'hui, on n'a pas des paramètres déjà définis d'éco-conception, mais effectivement, c'est le relargage des microplastiques est un élément d'éco-conception puisque c'est un élément polluant comme on l'a vu. Donc, il n'y a pas de critères en fait définis dans la loi sur l'éco-conception. Simplement, pardon. Ouais, donc effectivement, ça répond à la question, en fait, il n'y a pas de critère. La question était, est-ce qu'il y a un critère, en fait, au niveau de l'éco-conception, de la même façon qu'on peut avoir l'eutrophisation de l'eau, etc. Est-ce que ça rentre en ligne en compte de ces choses-là? Et aujourd'hui, bon, la réponse que j'attendais, c'est il n'y a pas, mais ça se confirme. C'est une Pas information. encore. Il n'y a pas Merci. encore. Effectivement, il n'y a pas encore, comme dit Caroline. Alors, question modifiée du coup à l'instant. Quels organismes collectent ces informations de relargage au niveau européen? C'est une collecte globale en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une capitalisation des informations? J'imagine que c'est un peu le sens de la question. Alors, si c'est par exemple au niveau du secteur textile, le TCM, Textile Consortium Microfibre, est un organisme qui a déjà une grosse database, qui est déjà très avancé sur le sujet, qui continue d'avancer. Ça peut être un point d'entrée. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore d'organisme. Alors, je sais pas si c'est vrai que la question est assez large.
Si c'était en relation, alors peut-être avec la carte que j'ai présentée. En fait, je ne sais pas à quel moment a été posée la question. Mais en tout cas, au niveau des relargages de microplastiques, en tout cas des microplastiques présents dans les océans, il y a pas mal d'organismes qui suivent en fait ces taux de relargage, notamment le National Center for the Environmental Information. Enfin, il y a plein il y a IFREMER aussi, il y a plein d'organismes qui suivent au niveau marin. Alors, je ne sais pas si c'est la question. Voilà, si après Emmanuel Labriette peut peut-être compléter sa demande, en espérant avoir répondu correctement. Ouais, je sais pas, Eva, si tu as un petit listing qu'on pourrait éventuellement Ouais, avoir voilà, complètement. Ouais. sous la main, voilà, qu'on puisse envoyer. J'enverrai le replay, par exemple, on pourrait envoyer ces informations. Ouais. Alors après, il y a un échange de questions-réponses. Donc là, on avait traité. Alors après, la question sur le coût du test, le coût de l'analyse IFTH. Ah, je vous laisserai contacter mes collègues. Directement commercial. En fait, ça va être... c'est très lié au produit, finalement. Si c'est un produit entre guillemets simple, si c'est un produit complexe, il y a plusieurs couches dans un vêtement. Donc c'est pour ça qu'on d'échantillons testés. Voilà, en fait, c'est au nombre d'échantillons testés. Combien de fois on va devoir reproduire l'essai pour vous? Est-ce qu'il derrière il y aura en plus une analyse plus fine du type de microfibres larguées? Et en fait, au travers de quelques questions, ils arrivent à dimensionner votre besoin et on arrive à peu près vous donner un chiffrage. Avez-vous déjà établi des seuils de performance sur cette méthode d'essai afin de pouvoir les intégrer dans une ACV produit? Voilà, on a répondu. Non. Voilà. Alors après... Une contribution de Sylvie Chaillot. Voilà. Merci pour la contribution. Combien coûte le test? On a parlé. Combien de temps, j'imagine, dure le test? Alors, le test en lui-même, il n'est pas très long, mais il y a beaucoup de préparation. Après, je ne sais pas si Pauline veut rajouter quelque chose, mais c'est un test qui nécessite quand même une préparation très méticuleuse. Oui, voilà, la préparation est longue et surtout dépend du nombre d'échantillons. Après, le test en lui-même, ils sont réalisés sur la journée, mais on peut travailler par campagne. Donc, c'est pour ça que, voilà, suivant le nombre d'échantillons, le chiffrage n'est pas le même puisque nous travaillons en campagne. Voilà. Alors, pour l'usage ménager, quid du relargage lors de la production? C'est un paramètre à prendre en compte car les fournisseurs ne sont pas équipés aujourd'hui, effectivement. On est vraiment en phase d'apprentissage. Tout le monde. Voilà. Alors après la production, est-ce que c'est la production de fils, la production de tissu ou la confection? Et là, on retombe sur le partage qu'a fait Sylvie Chaillou sur la découpe laser qui peut réduire, etc. Tout à fait. Donc, quand on parle de production, il y a différents niveaux de la filière sur un vêtement. Et donc, effectivement, il y avoir il y a des mesures différentes en fonction de la typologie de pollution. Oui, effectivement, il y a... C'est l'intérêt des échanges qu'on a entre nous, hein, comme aujourd'hui, comme nous avec d'autres organismes aussi. Vas-y, Eva, je t'en prie. Oui, je voulais simplement rajouter que, oui, effectivement, par exemple, au niveau de l'ennoblissement, il y a d'autres méthodes que de faire des teintures dans des bacs d'eau avec des chaleurs voilà, qui montent et qui, là relarguent beaucoup de microplastiques. Il y a d'autres méthodes qui existent et c'est peut-être voilà, se pencher sur ce genre de méthode. Par exemple, pour la production, ça peut être une solution. C'est voilà, des idées. Une fois les filtres sur les machines à laver, une fois que les filtres sur les machines à laver que ménagères seront obligatoires, devrons-nous toujours mettre sur la fiche caractéristique la mention relargue des microfibres? Oui. Malheureusement, je crois que oui. C'est indépendant parce que l'obligation, c'est sur les machines neuves qui vont être mises sur le marché, pas forcément tout le reste. On ne va pas tous changer nos machines à laver au 1er janvier 2025. Donc, je pense que cette mention, tant qu'il n'y aura rien d'autre, cette mention sera nécessaire. Mais ça, c'est le législateur qui décidera à notre place.
utiles des études, alors françaises, européennes ou internationales, comparant le relargage entre des textiles fabriqués à partir de PES ou PA fibre. Alors, c'est fibre versus filament, visiblement. Alors moi, j'ai pas connaissance d'études qui ont déjà été réalisées. C'est vrai qu'en ce moment, il y a surtout la question, il y a des études qui sont menées là-dessus sur plutôt, par exemple, le polyester recyclé et le polyester conventionnel. Est-ce qu'ils relarguent de la même façon, etc. Et pour l'instant, je pense que les études se sont plutôt penchées sur cette question-là et pas sur voilà, fibre filament encore. On n'en est pas encore là. Je peux me permettre Ouais. Vas-y, complète. de compléter, puisque je suis en train de faire une grosse recherche bibliographique sur le sujet. Il y a beaucoup d'études qui sont un peu partout dans le monde sur le sujet. Chacun y va un petit peu de son petit sujet dans le gros sujet. Et donc, j'ai vu passer quelques études où on compare des structures, donc notamment tissu ou tricot, voire les structures polaires. Mais j'ai pas encore vu passer du coup de comparaison entre ouais, du multifilament et du filet de fibre. Euh, voilà. Après de moi, de mon côté, j'en ai fait un peu, mais voilà, j'ai pas encore énormément du moins, je capitalise un peu, mais j'ai pas encore énormément de recul et pas encore fait suffisamment de choses dessus pour pouvoir donner vraiment de l'info pertinente là-dessus, quoi. Merci beaucoup. N'y a-t-il pas une contradiction entre encourager l'utilisation du polyester recyclé et la volonté de réduire le relargage des microfibres? Bah Pas pour non. moi. Non, parce que le polyester recyclé, tout va dépendre de comment il est filé, etc. Et ça se trouve, il va relarguer peut-être moins de microfibres qu'un polyester non recyclé, qui aura des fibres courtes. Voilà. C'est pas tant le fait d'utiliser du polyester recyclé, ça va être aussi le fil, le tissu, si c'est une polaire ou pas. Voilà. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en considération. Ouais, pour les premières études qui sortent sur la comparaison polyester recyclé, polyester conventionnel, au niveau du relargage de microplastiques, il n'y aurait pas de différence. Alors que c'est vrai qu'il y a eu un peu ce questionnement ces dernières années, voilà, sur le fait que potentiellement le polyester recyclé pourrait relarguer plus, puisque en étant recyclé, effectivement, les fibres seraient un peu plus fragiles et relargueraient potentiellement plus. Et en tout cas, les premières études qui sont menées et qui commencent à tomber, alors il y a encore des choses à approfondir, hein, c'est vraiment les tout les toutes premières études montreraient qu'effectivement, il n'y aurait pas de différence de relargage entre ces deux polyesters. Alors, la norme ISO est-elle robuste? Reproductibilité et répétabilité sont-ils corrects? Fortes. Normalement, oui. Après, c'est pas ce qui va faire que la reproductibilité, la répétabilité va dépendre aussi du labo, de la gestuelle du labo, sa capacité à bien réaliser l'essai. Si je peux ajouter quelque chose Bien pour sûr. la partie technique. Moi, je peux me permettre parce que du coup, je l'ai étudié un peu avec Laurent Houillon, notre collègue du BNITH. Donc, j'ai pu voir un peu ces calculs statistiques. Voilà. Et oui, on est plutôt reproductible et répétable, hein. Après, quand on traite statistiquement derrière, on est, on est quand même suffisamment correct dans le traitement des résultats. Donc,
entre tous les labos qui ont participé aux essais interlabos. Donc voilà. Pauline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je vais rejoindre ce qu'a dit Davy. Effectivement, donc au cours déjà de l'élaboration de la norme, il y a eu des essais interlabos qui ont été faits et on voit que la répétabilité, la reproductibilité des essais se confirme et est liée. Par expérience, nous, au sein du laboratoire, on a effectué également des essais de répétabilité. Alors, sur un même échantillon, voilà, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable, mais en tout cas, effectivement, on est répétable. Donc oui, la réponse serait oui. Merci. Alors, donc Karine faisait une remarque justement sur le fait d'utiliser le polyester, d'encourager le polyester recyclé. Donc là, il y a un point de débat. Alors, si je peux me permettre, oui. Oui, si je puis me permettre, c'est pas que sur le point de débat de dire est-ce que le polyester recyclé relargue plus que le polyester, mais c'est vrai qu'on pousse à afficher, à obliger à afficher le pourcentage de matériaux recyclés, et le polyester recyclé est quand même une des matières qui, en tout cas, se recycle le mieux et qu'on a le plus finalement dans les collections à l'heure actuelle. Et d'un autre côté, c'est du polyester, donc c'est synthétique, et donc on a une obligation de cette mention. Donc l'ambiguïté, elle est aussi beaucoup là-dessus. Après, sur l'histoire de recycler, non recycler, est-ce que ça relargue plus? Je pense aussi qu'il faut aller un peu plus loin pour trancher. Mais c'est vrai que toutes les informations finalement qu'on donne aux consommateurs ne l'aident pas forcément, malheureusement, à faire les bons choix, parce que c'est assez compliqué. Il n'est certainement pas assez souvent éclairé, il n'y a pas suffisamment d'informations. Voilà, c'était plus là-dessus la remarque aussi. Ok, merci. De quel type de qualification ou certification faut-il disposer pour appliquer les tests ou méthodes d'essai de la norme ISO 4484? Cette démarche peut-elle être internalisée par les industriels qui fabriquent les produits textiles ou par les marques? Tout industriel peut s'équiper de méthodes d'essai laboratoire, hein, tout à fait, pour contrôler la qualité de vos produits, pour affirmer une allégation, il n'y a pas de souci. Après, quand on parle de certification, on parle plutôt pour les laboratoires d'accréditation. Effectivement, IFTH essaie, dans la mesure du possible, d'être accrédité sur la majorité de ses essais, l'accréditation 17025, ce qui renforce, on va dire, la confiance dans les résultats obtenus. Mais il n'est pas interdit à un industriel de s'équiper et ensuite peut également, s'il le souhaite, demander une accréditation auprès du COFRAC. Maintenant, c'est des démarches qui sont assez lourdes, laborieuses et coûteuses. Voilà. Alors, question plus ouverte. Est-ce que depuis la loi AGEC, qui oblige à étiqueter les vêtements dès lors qu'ils contiennent 50% de matière synthétique, est-ce qu'on observe une réorientation des fabricants vers des fibres naturelles ou artificielles? Alors, bonne question. Moi, j'avoue que je pense qu'on n'a pas assez de retours. C'est quand même assez récent, hein, cette obligation. Ouais. Donc, je pense que on n'a pas assez de retours là-dessus aujourd'hui. Et alors, est-ce que ça va avoir un impact? Je ne sais pas. Pas forcément de réponse. Non. Ah, mais c'est vrai que c'est récent, donc Ouais. je suis pas sûre que sur le sourcing, ça a eu un impact fort encore, mais à discuter également. Alors, la source du texte proposé par Sylvie. Alors moi, je crois que je dois avoir la source quelque part. Si Sylvie est encore en ligne, si Sylvie est encore en ligne, partager avec plaisir. Ouais. Je pense que je dois avoir l'URL quelque part. Existe-t-il des études pour les ennoblisseurs? Ah oui, j'étais en train de répondre dans le chat. Voilà. Il y en a une que j'ai en tête qui me semble intéressante, notamment parce qu'elle elle étudie en fait les sources les sources dans la fabrication qui sont le plus voilà, concernées par le relargage, et aussi elle fournit notamment pour les ennoblisseurs des pistes à travailler
Donc, je vais la mettre dans le chat parce que je pense qu'elle peut être intéressante à regarder. Alors, la plupart des polyesters recyclés sont des recyclages chimiques. Ils sont recyclés, chimiques. Donc, on repart d'une fibre vierge. Oui, c'est-à-dire Alors, qu'en fait, on repart ouais, d'une pâte. voilà. Voilà. Mm. En gros, on repart d'une grosse pâte et après, on refait du fil. Donc, c'est On pour refait ça du fil. qu'effectivement, on ne peut pas systématiquement dire que le polyester recyclé relargue plus ou moins que le polyester non recyclé. On pourrait peut-être avoir des surprises sur d'autres fibres, comme des fibres naturelles. Voilà, peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas. Je crois que nous avons fait le tour. Super. Voilà, bah, merci beaucoup pour toutes vos questions, très intéressantes. Et puis, bah, écoutez, on a défriché un petit peu la Ouais. thématique. Mais on sent que c'est un sujet qui interroge, hein, comme je le disais en introduction, et il y a encore beaucoup à échanger. Je pense que ce sera l'occasion de refaire un point dans quelques mois sur cette thématique, parce que nous, on aura aussi sans doute un peu plus de recul. David, tu es convié dans quelques mois à donner les résultats. Ok, rendez-vous pris. Voilà, Merci en et tout puis, cas, David, et puis si vous voulez d'ici quelques mois à nouveau avoir un point d'étape sur ce sujet, etc., voilà, n'hésitez pas à nous contacter, puisque les rendez-vous IFTH sont là aussi pour aborder des sujets, on va dire, du moment. Qui nous concernent au plus près. Voilà, et donc du coup, s'il y a une thématique qui revient beaucoup, et ben, on refera un point d'étape. Donc, l'adresse communication@ifth.org qui vous envoie tous ces emails d'inscription, etc. sert aussi, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup. Rendez-vous sans doute en début de mois prochain. Et puis, on clôture. Voilà. Merci à tous, toutes et tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.